Bonjour à tous. Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, Monsieur le recteur de la HEP, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, chers publics. Après 2 ans de vie scientifique chahutée par la Covid-19 et marquée par les échanges à distance et virtuels, quel plaisir de se retrouver tous ensemble dans cette salle. Je suis quant à moi particulièrement contente d'être appelée à prononcer quelques mots durant cette conférence de clôture de la conférence annuelle de la Société suisse de recherche en éducation et d'ouverture du congrès trisannuel de l'actualité de la recherche en éducation et formation. Je craignais qu'un tel moment de partage et d'échange ne puisse avoir lieu du fait des conditions sanitaires. Ce moment est d'autant plus agréable et important pour moi que je pars à la retraite tout bientôt et que je sais l'Observatoire de l'éducation et de la formation, l'OBSEF, en de très bonnes mains. En effet, je suis sûre que Nicolas Margas, qui interviendra juste après moi et qui co-dirige l'OBSEF depuis 2 ans et demi déjà, saura poursuivre les échanges scientifiques, locaux et internationaux. En 2016, nous avons organisé avec Nathalie Müller-Mirza, aujourd'hui professeure à l'Université de Genève, le vernissage de l'Observatoire d'éducation et de la formation de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL. Et nous accueillons, 6 ans plus tard, 3 conférences qui réunissent plus de 1000 chercheurs venant majoritairement des pays de toute la francophonie. Mais pas seulement. Les collègues germanophones sont très nombreux ici, et les collègues qui participent au congrès de la Société européenne de sociologie, l'ESA, n'ont pas rechigné, eux aussi, à venir à Lausanne en nombre depuis les 4 coins de l'Europe. La confiance que nous ont fait nos collègues des 4 sociétés savantes partenaires de cette semaine nous touche et nous honore. Et nous sommes en effet très heureux d'accueillir à l'Université de Lausanne la conférence de la Société suisse de recherche en éducation qui s'est déroulée hier et aujourd'hui, la conférence trisannuelle de l'AREF qui a débuté ce matin et se poursuivra jusqu'à jeudi, date à laquelle la Midterm conférence du réseau des sociologues de l'éducation de la Société européenne de sociologie débutera pour se terminer vendredi. Si cette confiance atteste de la vivacité de la recherche en éducation qui a su se développer sur la place vaudoise, elle nous fait très plaisir, mais elle nous a aussi effrayés à quelques occasions durant la mise en place de cette semaine exceptionnelle et originale de par son organisation en tuilage. Les 5 jours d'échanges scientifiques dont est constituée cette semaine sont en effet une situation unique. Ils concrétisent notre volonté de faire discuter de manière ouverte, informée et scientifiquement fondée des communautés épistémiques, linguistiques, disciplinaires et scientifiques différentes, et de permettre à leurs chercheurs et chercheuses de partager un moment d'échange commun, ouvrant sur des recherches et des collaborations internationales d'importance. Et nous avons, avec les sociétés savantes qui sont nos partenaires, rapidement déterminé les 3 fils rouges communs aux 3 congrès, car ils constituent des questions particulièrement vives en éducation après la période délicate de la Covid. Il s'agit du numérique en éducation et formation, de l'inclusion en éducation et formation et du bien-être dans les institutions d'éducation et de formation. Les défis posés par ces questions sont vifs dans tous les systèmes éducatifs, mais aussi localement en Suisse romande. Ils ont ou demandent de bouleverser nos habitudes et de proposer de nouvelles orientations, des innovations et un accompagnement des pratiques que cette SIEF permettra de nourrir à n'en point douter. Nous espérons que ces échanges pourront ouvrir sur des collaborations permettant de faire avancer les systèmes d'éducation et de formation face à ces défis, mais aussi sur d'autres questions que ces congrès et les interventions de leurs chercheurs ne manqueront pas de mettre en lumière. Et comme nous parlons du futur, je passe la parole à Nicolas Margas, à qui je passe aussi la main avec une très grande tranquillité, un peu de tristesse
et la certitude que Nicolas fera ce qu'il faut pour que se développent les collaborations et les recherches au niveau local, national et international. Nicolas, je te passe très volontiers la parole. Merci Farinaz, et pas seulement pour me donner la parole ici, mais surtout pour l'immense travail accompli pour servir la recherche et la formation en éducation depuis toutes ces années. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire en privé, mais je voulais le rappeler ici, le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi, ton investissement sans faille, et aussi ta finesse d'analyse et ta connaissance du fonctionnement universitaire et de ses instances. Donc merci pour tout cela, vraiment. Alors, c'est effectivement un grand plaisir de vous accueillir toutes et tous en chair et en os sur les rives du lac pour cette semaine qui sera et qui a déjà commencé à être une semaine riche de débats scientifiques mais aussi de convivialité. J'aimerais avant toute chose évidemment remercier la direction de l'UNIL et le décanat des SSP pour leur soutien important et bienveillant tout au long de l'organisation de ce congrès. Ce genre de projet collectif, surtout peu orthodoxe, ne peut voir le jour sans une institution qui croit et qui soutient les initiatives de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Je me souviens avoir dit à Farinaz, quand on a décidé de tuiler ces 3 congrès d'assez grande envergure ensemble sur une même semaine, que j'avais un peu l'impression qu'on se prenait la main et qu'on sautait dans le vide. Et en fait, si on s'est engagé dans cette aventure, c'est parce qu'on savait qu'on aurait derrière nous cette institution solide et bienveillante, et aussi l'aide des collègues qui ont constitué ce comité d'organisation et qui ont donné vie en fait à cet événement. Donc je les remercie d'ailleurs très très chaleureusement pour cette aventure humaine, avec un merci particulier à Cécile Matou, qui a œuvré en tant que pilier de cette organisation. Ensuite, je voudrais remercier la Fondation de l'Université pour son soutien financier et puis les différentes HEP romandes et au premier rang d'entre elles, la HEP Vaud. Les HEP ont tout de suite adhéré aussi à cette idée, bien aidés en cela par les collègues HEP qui, membres de l'OBSEF, ont aussi participé à l'aventure dès les premières heures, à titre personnel dans un premier temps. Finalement, ce que cette CIEF illustre, c'est que les relations interinstitutionnelles sont avant tout des relations interpersonnelles entre collaborateurs d'institutions différentes. L'OBSEF et ce comité d'organisation qu'on peut qualifier de cosmopolite facilite les liens entre les personnes et permet finalement de lier les institutions encore un peu plus. Vous l'aurez compris, en plus de l'événement scientifique international que cette CIEF constitue, un des objectifs, c'est de renforcer les collaborations entre les différentes institutions qui sont en charge des questions d'éducation localement. Ces liens sont nécessaires pour servir au mieux la cité, comme ils permettent de réunir autour d'objectifs communs des compétences complémentaires et de construire finalement de belles choses. Ainsi, nous espérons que cette CIEF participera à pouvoir relever ensemble et en confiance les défis collectifs futurs sur les questions d'éducation, autant en termes de recherche que de formation. Un autre élément qui me semble important de souligner, avant de laisser la parole, c'est que ce service à la cité ne peut se faire sans accroître les liens entre chercheurs et acteurs de terrain. L'innovation sociale ne peut se faire qu'en co-construction entre chercheurs et praticiens, ce qui suppose aussi de la confiance réciproque. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que les praticiens romans puissent venir échanger avec les chercheurs au cours de cette semaine internationale. C'est dans cette optique que la CIEF comprend une table ronde qui a dressé les liens hier des besoins venant du terrain en termes de recherche, et un merci particulier à Cléolia pour cette organisation, des ateliers professionnels organisés avec la participation active des HEP, et merci à Vanessa, Patrick, Philippe et Emmanuel, ils se reconnaîtront, et les 2 conférences grand public, celle de ce soir à Amphimax avec Divina Fraumex et celle de demain soir à la HEP avec Fabrizio Butera. Enfin, comme les collaborations de recherche sont avant tout des relations interpersonnelles, nous aurons plusieurs moments de convivialité qui nous feront terriblement du bien après cette période de Covid. Un apéritif est offert par la direction de l'UNIL et la faculté des SSP juste après la conférence de Cédric Flukiger. Demain soir, la HEP Vaud nous accueille sur son site pour les conférences d'Éric Prébra et de Fabrizio Butera, et l'apéritif qui sera servi permettra déjà
des échanges et peut-être d'esquisser de futurs projets. Nous espérons évidemment que ces échanges et ces moments de convivialité seront respectueux et bienveillants, mais si d'aventure ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous interpeller et demander une personne du comité d'organisation à parler avec Angela. Enfin, la recherche se nourrissant aussi de bons plats et de beaux paysages, nous avons choisi d'organiser la soirée de gala jeudi soir au casino de Bonbenon. Et un merci particulier pour ça à Gabriel et Tess. Je vous remercie encore tous et toutes d'être là et à l'honneur d'appeler maintenant M. Frédéric Herman, recteur de l'Université de Lausanne. Merci Farinas, merci Nicolas. Monsieur le directeur général, monsieur le recteur de la HEP, mesdames, messieurs, c'est évidemment pour moi un énorme plaisir de pouvoir accueillir au nom de l'université des congressistes qui viennent d'un peu partout dans le monde, d'un peu partout en Suisse. Et puis, je vous avoue que j'ai une petite faiblesse pour mes compatriotes belges que j'ai pu entendre se promener sur le campus. Alors c'est un plaisir pour nous de pouvoir à nouveau accueillir une grande conférence. Je crois que depuis la fin des restrictions Covid en février dernier en Suisse, c'est la plus grande manifestation que nous pouvons accueillir pendant une semaine complète. C'est un souci de la direction de l'Université de Lausanne de pouvoir à nouveau faire revivre le campus, de pouvoir accueillir des conférences. Et je pense que là, nous avons un exemple formidable à la veille du début de l'année académique. Concernant le congrès, j'aimerais tout d'abord louer votre capacité de collaboration. Je vous avoue que j'étais assez impressionné de voir que ça réunit 4 associations et puis 3 congrès qui sont mis en même temps pendant une semaine complète. C'est un peu au symbole du fédéralisme suisse qui est absolument remarquable. Et puis tout ça ira même au-delà du campus avec des manifestations à la HEP, si je ne me trompe pas, demain. L'autre chose qui me réjouit particulièrement, c'est d'avoir vu les fils rouges, donc les thèmes de cette conférence. Vous avez 3 thèmes, et il s'avère qu'ils s'alignent parfaitement avec les axes prioritaires de la direction de l'université. Nous avons publié durant le mois de mai ou juin nos axes stratégiques. Il y en a 5. Ceux-ci sont la transition écologique, le deuxième est l'impact des sciences, et puis les 3 autres sont le numérique, la diversité et l'inclusion et la santé. Et donc là, ça démontre un alignement parfait avec cette conférence et vos axes autour du numérique, l'inclusion et le bien-être. Je pense que vos débats seront riches, ils peuvent nous aider dans la construction et l'implémentation de notre plan stratégique autour des 3 piliers essentiels qui sont évidemment la recherche, l'enseignement et la médiation. Dans ce contexte, j'aimerais peut-être insister sur le rôle essentiel de la recherche en éducation, car elle est centrale pour nos hautes écoles. Et je pense qu'elle joue un rôle central dans l'accompagnement des grandes transitions sociétales que je viens de citer. Alors, nos recherches passent aussi par une excellente collaboration avec les autres institutions. J'aimerais souligner celle avec la HEP Vaud, qui se fait notamment via 3 masters, un poste professoral et puis bien d'autres activités au cours de l'année. Je pense que c'était extrêmement important. Et puis finalement, pour le temps qui m'est accordé, j'aimerais aussi souligner l'importance que vous avez donnée à la place des praticiens et des praticiennes lors de cette conférence. Ça fait aussi écho à ce que l'Université de Lausanne souhaite en renforçant l'interaction avec la société ou la cité. Donc là-dessus, je vous félicite pour cette conférence. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis j'aimerais encore une fois remercier Farinas Fassa et Nicolas Margas pour tout le travail qui a été accompli et puis toutes les équipes derrière, parce que c'est évidemment beaucoup de travail. Et sur ce, après, je vais passer la parole au recteur de la HEP Vaud. Merci et belle semaine.
confirmation, Frédéric, tu es bien plus grand que moi. Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, en tant que recteur de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, je suis à la fois ravi et aussi un peu fier de participer à la fois à l'organisation et au suivi de la Semaine internationale de l'éducation et de la formation, fruit d'une collaboration, comme on vient de vous le rappeler, une collaboration interinstitutionnelle, notamment avec l'Université de Lausanne. C'est l'occasion pour notre institution de formation, la HEP, de formation et de recherche, de rappeler qu'elle s'insère dans un réseau de hautes écoles qui construisent ensemble les connaissances à la fois au service de la communauté scientifique, mais aussi au bénéfice des compétences professionnelles des métiers globalement de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Les complémentarités de nos deux institutions dans ces domaines ne sont plus à démontrer. La co-organisation de cette semaine internationale en constitue une preuve supplémentaire. En inscrivant la recherche au cœur de ses objectifs de développement dans son plan d'intention quinquennale, notre haute école pédagogique s'engage à articuler constamment la formation et la recherche dans une culture de l'excellence. Les équipes de recherche de la HEP dédient leurs réflexions et leurs actions au développement des compétences des enseignantes et des enseignants et par-delà, à la création d'environnements d'apprentissage toujours plus bénéfiques pour les élèves. Ainsi, les chercheuses et les chercheurs contribuent-ils au développement des connaissances scientifiques, notamment par rapport à des sujets particulièrement saillants actuellement, que vous connaissez, la nécessité d'une réelle éducation numérique, l'aménagement des environnements de scolarisation pour toutes les élèves et tous les élèves, et l'éducation à la durabilité, pour n'en citer que quelques-uns. De surcroît, grâce à un réseau de 12 unités d'enseignement et de recherche et de 7 laboratoires de recherche, les sujets d'études à la HEP sont foisonnants et contribuent à une exploration passionnante, toujours au service de la mission éducative qui est la nôtre. L'obtention régulière de fonds externes FNS témoigne de l'excellence des projets ainsi que de la reconnaissance institutionnelle d'une recherche au service des pratiques du monde de l'enseignement et de la formation. Car oui, mesdames et messieurs, c'est bien de cela qu'il s'agit. La poursuite d'une juste adéquation entre la construction de nouvelles connaissances scientifiques et les pratiques toujours plus exigeantes des métiers de l'enseignement et de la formation. La complexité de nos systèmes éducatifs, les fortes contraintes sociales et économiques, les attentes des acteurs politiques et les besoins éducatifs génériques ou particuliers des élèves sont des défis qui ne peuvent se relever que par des réflexions, des recherches et des plans d'action collaboratifs et interinstitutionnels. Je me réjouis par avance des avancées qui seront permises dans ces domaines par la Semaine internationale de l'éducation et de la formation, et je vous souhaite beaucoup de plaisir durant les jours qui suivent. Merci beaucoup. Je peux laisser la parole à Jérémy Lehulthold, directeur général de l'enseignement supérieur. Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, monsieur le recteur de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation de la SIEF, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, j'ai le plaisir de représenter monsieur le conseiller d'État Frédéric Borloo, ministre en charge du département de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui vous adresse ses meilleurs messages à l'occasion de la tenue de cette Semaine internationale de l'éducation et de la formation à l'UNIL. La recherche est une des missions essentielles de nos hautes écoles et je commencerai par saluer la qualité de celle produite au sein des hautes écoles vaudoises. Je soulignerai aussi l'importance des synergies entre les institutions, comme celles qui existent, et cela a été dit, entre l'UNIL et la HEP Vaud, en particulier dans le domaine de la recherche en éducation. Ces synergies sont aussi nécessaires pour entretenir le lien fort et de proximité entre ces institutions, l'école et le système de formation vaudois. En écho à l'un des fils rouges de la SIEF, j'aimerais m'attarder quelques instants sur le rôle et l'impact grandissant de l'UNIL et de la HEP Vaud dans la mise en œuvre de l'éducation numérique dans l'éducation publique vaudoise.
Il est presque d'usage de dire que le numérique a connu, au cours des 40 dernières années, plusieurs vagues concernant son intégration dans le milieu de l'éducation. Il représente une évolution majeure pour notre société tout entière. Au niveau historique et en termes d'impact sociétal, on le compare même assez souvent à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Nos usages numériques font désormais partie intégrante de notre quotidien et il s'agit désormais de réfléchir à la position du système de formation dans cet environnement nouveau et toujours en mouvement. En ce qui concerne l'éducation, la priorité est de former une génération de formatrices et formateurs en éducation numérique, ce qui implique certes une volonté politique forte, mais aussi un effort coordonné de la part de plusieurs de nos institutions. Et c'est ce qui se déploie au niveau de notre canton avec la perspective suivante, que les jeunes vaudoises et les jeunes vaudois se sentent pleinement partie prenante de leur citoyenneté numérique afin d'être intégrés dans le monde de demain. Au niveau romance, c'est-à-dire de la Suisse francophone, les objectifs sont inscrits dans un plan d'études global sous la forme d'une large palette de compétences et de différentes approches. Et différentes approches sont envisagées selon les cantons lorsque l'on passe aux applications concrètes. L'originalité de la mise en œuvre de cette transition numérique dans le système de formation vaudois est de commencer avec les plus jeunes, dès 4 ans, via de nouveaux moyens d'enseignement. Il est prévu ensuite de déployer ces moyens pour les élèves et apprentis plus âgés, tout en gardant à l'esprit que les approches se complexifient au fur et à mesure que l'on avance dans les degrés scolaires. Et vous vous doutez bien, plus l'on monte dans les degrés de formation, plus les échanges sont vifs et les avis divergents. À titre d'exemple, les discussions se focalisent souvent sur les enjeux techniques et technologiques, alors que la réflexion sur le numérique et sur sa place dans les cursus de formation ne peut se faire au détriment des sciences humaines et en particulier avec une réelle approche sociologique du numérique. Dans ce contexte, les travaux conjoints de l'UNIL, de la HEP Vaud et de l'EPFL, qui se basent sur le retour des enseignants du terrain, jouent un rôle phare sur les contenus déterminants pour l'enseignement de l'éducation numérique. Nos institutions ont par exemple construit un modèle issu de la sociologie du numérique, permettant aux élèves des degrés supérieurs d'appréhender pleinement les façons dont les outils et la technologie numérique façonnent le comportement humain, les relations sociales et le concept de soi. Dans un autre registre, l'Institut des hautes études en administration publique de l'UNIL vit en temps réel le déploiement de l'éducation numérique dans l'école vaudoise, puisqu'elle est partie intégrante de son évaluation en termes de mise en œuvre de cette nouvelle politique publique ambitieuse du Conseil d'État. Un des défis de l'intégration du numérique à l'école, comme cela a déjà été évoqué, est la formation des enseignantes et des enseignants. Mais il faut aussi souligner que l'intégration de cette nouvelle matière dans les cursus représente aussi un défi, encore plus lorsque l'on considère que cette dernière évolue très rapidement. Cela implique un travail en réseau tout aussi essentiel que l'agilité des processus. Et cela amène une nouvelle temporalité dans l'éducation, une temporalité complexe dans laquelle chercheurs, formateurs et enseignants évoluent simultanément et où les résultats ne pourront être pleinement étudiés que dans le moyen à long terme. Il faudra en effet évaluer les compétences acquises sur une génération d'élèves et d'apprentis. Mesdames et messieurs, les enjeux autour de l'éducation numérique sont donc multiples. L'agilité en termes de recherche et d'enseignement en fait partie, tout comme les attentes sociétales, et plus particulièrement celles des parents, qui souhaitent, aujourd'hui plus que jamais, être aiguillés dans ce qui peut ressembler à une jungle. N'oublions pas que ces enjeux sont également connexes à d'autres enjeux, tout aussi importants, qui ont d'ailleurs été déjà cités. Je pense ici aux questions de durabilité, de santé publique et plus globalement d'éthique. L'important est donc que chacune et chacun y trouve sa place, que des réseaux et rencontres soient fructueux et que les questionnements face à ces enjeux soient permanents. J'aimerais évoquer en lien avec un autre des fils rouges de la SIEF, la visée inclusive. En éducation, c'est aujourd'hui un projet de société qui fait son chemin et qu'il s'agit encore de mettre pleinement en musique. Pour ce faire, il faut souligner que l'éducation numérique, si elle est correctement conçue et perçue, est une composante clé de la visée inclusive. Pour n'en donner qu'un petit exemple, on évoque volontiers le développement de technologies d'aide à l'acquisition, comme cela se pratique dans le cadre de l'enseignement spécialisé depuis des années. À l'échelle du canton de Vaud, les personnes actives dans ce domaine ont longtemps été précurseurs dans l'utilisation d'outils numériques pour accompagner les élèves à besoins particuliers durant leur cursus, avec notamment des applications d'aide à l'apprentissage. Aujourd'hui, ces spécialistes sont associés à ceux de nos hautes écoles en ce qui concerne le déploiement de l'éducation numérique. Enfin, concernant le bien-être, troisième fil rouge,
de la SIEF, il est pris en considération par le département de l'enseignement et de la formation professionnelle en termes d'attention portée au climat scolaire, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement dans les institutions de formation, de l'école primaire aux hautes écoles. Là aussi, la numérisation de nos usages quotidiens avec l'utilisation des réseaux sociaux amplifie certains biais qui peuvent rapidement virer à la malveillance. Les plus jeunes peuvent être concernés, tout comme les chercheuses et les chercheurs. Le numérique est un amplificateur qui peut être utilisé de multiples manières. À nous de faire en sorte que les effets vertueux dominent. On notera ici que différentes synergies existent entre nos hautes écoles dans le but de développer des outils numériques visant à combattre le harcèlement. Mesdames et messieurs, toutes ces synergies sont le fruit d'un travail d'équipe entre nos hautes écoles. Nous ne sommes pas en avance sur le sujet. L'impression serait parfois plutôt de courir après les changements afin de prendre les choses en main. Les chercheuses et les chercheurs, vous-même dans cette salle, s'interrogent jusqu'où aller et comment, de quelle manière éviter les effets indésirables du numérique, comment atteindre l'équilibre éthique des apports, des problématiques, à quels endroits et sous quelle forme le numérique peut-il amener une plus-value dans une éducation à visée inclusive, comment s'assurer que les usages du numérique contribuent au bien-être plutôt que de le dégrader. Les résultats de vos recherches sont attendus avec impatience pour tracer des perspectives d'application et éclairer les politiques publiques. Dans le cadre de l'éducation, je suis persuadé qu'il faut amplifier les liens entre les institutions de formation, de recherche et de l'État. Une politique publique de l'éducation forte et évolutive basée sur une recherche scientifique aboutie est nécessaire pour mener des réponses ou amener des réponses aux questions sociétales de notre siècle. Vos recherches, tout comme celles de l'UNIL et de la HEP Vaud, sont donc essentielles pour nous et je vous remercie d'ores et déjà pour toutes vos précieuses contributions. Merci d'avoir rejoint le campus de Dorigny. Merci aux organisatrices et organisateurs de cette Semaine internationale de l'éducation et de la formation. Que vos échanges soient fructueux et orientés vers une amélioration continue de nos systèmes de formation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, de ces gentils mots, ainsi que Messieurs les recteurs de l'Université de Lausanne et de la HEP. Nous prendrons vos demandes comme fil rouge et développerons des recherches. Sans plus tarder, nous allons maintenant nous attaquer au premier de ces fils rouges, et celui du numérique, avec deux conférences. La conférence de Cédric Flukiger, que je vais avoir le plaisir de présenter immédiatement, est celle de la professeure Divina Fromeg, qui aura lieu après l'apéritif à 19h15 ici. Nous repoussons d'un petit quart d'heure les déplacements dans le campus ayant créé un retard à cette conférence. J'ai le plaisir de présenter Cédric Flukiger, qui est professeur à l'Université de Lille depuis 2020, qui dirige l'équipe Théophile Sirel, une équipe de didactique pluridisciplinaire. Il a été maître de conférence dans la même université depuis 2009, après avoir travaillé comme ingénieur dans le domaine des télécoms, à France Télécom devenue Orange. Et son parcours est donc aussi celui d'un dialogue, d'une autre sorte de dialogue, mais d'un dialogue entre pratique et théorie, puisqu'il a repris des études après ses activités d'ingénieur. Sa thèse soutenue en 2007 s'inscrit dans un champ qui se situe entre la didactique de l'informatique et la sociologie des usages. Elle répond de ce fait au souhait de M. Leutold, qui est de prendre un peu de champ avec les techniques elles-mêmes. Son titre, « L'appropriation des technologies de l'information par les collégiens dans les sphères familières et scolaires », le dit bien, tout comme celui de son habilitation à diriger des recherches en 2017, une approche didactique de l'informatique scolaire. Ses publications sont très nombreuses et son nom apparaît très régulièrement, tant dans les revues des sciences de l'éducation que dans celles qui sont plus directement consacrées au numérique, aux apprentissages et à la culture qui s'associe à ces technologies qu'on ne dira plus nouvelles.
S'il faut en citer une, je citerai Numérique en formation, des mythes aux approches critiques dans Éducation permanente en 2019, ou encore, avec François Fluguière, le numérique, un enjeu de culture scientifique et technique, enjeu pédagogique en 2020. On peut donc présenter Cédric Flukiger comme un chercheur en didactique de l'informatique et en sociologie des usages, qui conduit des recherches sur les dispositifs scolaires de formation au numérique et à l'informatique, sur les usages personnels des enfants, adolescents et étudiants, et sur les enjeux de cette nouvelle culture scientifique et technique émergente. Il pose un regard didactique, attentif à la spécificité des contenus d'enseignement et d'apprentissage, sur la technologie éducative à l'école primaire, secondaire et dans le supérieur, ce qui le mène à avoir un propos critique et informé sur ce qui constitue parfois un credo politique et institutionnel. C'est donc tout naturellement que nous avons voulu lui donner la parole et je suis ravie de l'appeler à venir prononcer sa conférence sur le numérique en éducation entre prescription et description. Quelle place pour des approches critiques en recherche? Merci Cédric d'avoir bien voulu prononcer cette conférence et d'avoir répondu présent aussi aisément lors de notre invitation. La technique, c'est bien, mais il y a besoin de petits instruments. Donc, merci Farinaz. Je remercie le comité d'organisation pour l'organisation de cette conférence. Je lance mon chronomètre pour respecter le temps. Monsieur le directeur général, messieurs les recteurs des deux institutions qui nous accueillent, chers collègues, je suis vraiment très heureux et flatté de faire cette conférence d'ouverture du colloque AREF. Et en même temps un petit peu gêné parce que je dois vous avouer que mon titre de ma conférence est un petit peu comment dire, ne reflète pas complètement ce que je vais dire dedans, parce que je ne vais finalement pas parler que du numérique en éducation. Je vais partir des questions que je connais un petit peu pour avoir un propos plus général sur la recherche et qu'est-ce que nous voulons faire en recherche. Pour le commencer, je vais partir de la conclusion d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques mois, qui se concluait en disant « Ce que font les enseignants compte, donc il faut fonder leurs gestes sur des données probantes ». Alors, nous allons revenir dans le fil de ma conférence sur l'idée de données probantes ou de preuves en éducation, mais on remarque que dire cela, ça suppose déjà qu'on peut apporter des preuves de quelque chose, et puis ça suppose de penser que les systèmes éducatifs sont effectivement impactés par les résultats de la recherche, ce qui n'est pas forcément complètement montré. Et donc, ce que j'avais envie qu'on fasse ensemble pendant ces 3 quarts d'heure que j'ai pour discuter, c'est de discuter sur qu'est-ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous, en tant que chercheurs, nous voulons faire? Est-ce que nous cherchons à décrire des situations éducatives, à les expliquer, à comprendre des processus, à prouver des choses, à modéliser, etc. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce que la société attend de nous? Parce que, évidemment, la recherche vit aussi des subsides de la société. Nous avons à tenir compte de ce que la société attend de nous. Pourquoi? Est-ce que ce que nous cherchons à faire, c'est à produire de la connaissance, à comprendre? Est-ce que ce que nous cherchons à faire, c'est à transformer les systèmes éducatifs? Et pour qui nous produisons ces connaissances? Pour des décideurs politiques? Pour des formateurs d'enseignants, pour des enseignants eux-mêmes, pour les élèves, pourquoi pas, pour les médias, voilà. Toutes ces questions-là, finalement, j'avais envie qu'on prenne ce temps-là pour en discuter, d'autant plus que le domaine du numérique en éducation est confronté à un ensemble de discours médiatiques, institutionnels, de sens commun parfois, avec lesquels on est bien obligé de faire.
Par exemple, un premier exemple de discours qui continue à se faire entendre, c'est celui des digital natives, qui auraient une génération particulière aujourd'hui, qui serait très différente des générations précédentes. Voilà. C'est un discours qu'on entend et qui a des effets. Par exemple, sur les enseignants, sur la manière dont les enseignants envisagent ce qu'ils doivent faire, quel type de culture numérique ils doivent apporter aux élèves. Un autre exemple de discours qu'on entend de manière importante, c'est celui que le numérique va être, non seulement il faut faire du numérique parce que c'est bien, mais ça va être un facteur de transformation de l'école. C'est un levier pour transformer l'école qui va donner, comme le disait ici, un appel à projet qui s'appelait Collège numérique en France en 2015, je crois, qui disait que le numérique allait offrir la possibilité de changer les conditions de la réussite des élèves, réduire les inégalités et finalement lutter contre l'échec scolaire. Ce qui est quand même un programme relativement ambitieux, surtout au vu du sous-investissement chronique de l'éducation, en tout cas dans mon pays. Et c'est pourquoi il me semble qu'il faut avoir, en tant que chercheur, un regard critique déjà dans un sens extrêmement commun, extrêmement banal, qui est celui de ne pas être dupe des discours de sens commun, des discours médiatiques, de s'en tenir à bonne distance. Et je vais l'illustrer par 3 exemples. Le premier, en lien avec le titre de ma conférence, j'ai intitulé cette conférence « Le numérique en éducation ». Qu'est-ce que c'est le numérique en éducation ? Alors, évidemment, c'est une dénomination pratique. On voit bien de quoi on va parler quand on parle du numérique en éducation. Et on a besoin, dans le langage courant, et même en recherche, on a besoin d'avoir des dénominations qui désignent parfois des ensembles un petit peu flous et mal délimités. Ce n'est pas un problème. Par contre, on est obligé de remarquer qu'il y a un certain nombre de cas où ça devient un problème parce qu'on utilise le flou qu'il y a derrière le terme pour faire passer des idées qui peuvent être très différentes. Par exemple, alors, un plan numérique qui avait eu lieu il y a quelques années en France, qui s'appelait « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique », justifiait le fait donc, de faire entrer l'école dans l'ère du numérique, non pas par de la recherche. En tant que chercheur, j'aurais sans doute apprécié qu'on convoque des chercheurs pour dire que c'est une bonne idée, mais le justifiait par un sondage. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça n'étonne personne qu'on puisse piloter des pays sur la base de sondages. Mais alors, ce sondage disait 92% des enseignants et 98% des élèves estiment que le développement du numérique à l'école est une bonne chose. Alors déjà, une bonne chose, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Et puis, c'est quoi le numérique ? Est-ce que les enfants, les parents ou les enseignants qui ont répondu à ce sondage avaient en tête d'utiliser, par exemple, un logiciel d'apprentissage de la lecture pour des enfants dyslexiques, ou alors avaient en tête l'idée qu'on va remplacer des enseignants pour mettre les enfants devant des jeux sérieux ? Ce n'est pas tout à fait la même idée. Et pourtant, derrière le numérique, il peut y avoir ces 2 idées-là. Voilà. Donc, déjà, faire attention aux termes que l'on emploie et rappeler l'origine des termes. Le numérique, c'est le fruit d'une évolution sémantique, puisque initialement, numérique était un adjectif, comme dans la télévision numérique terrestre, qui désigne la manière dont est stockée ou traitée l'information dans un système, par opposition à l'analogique. Et il a, pour reprendre les termes de Baron et Bulch, de plus en plus été utilisé comme un euphémisme, une euphémisation pour ce qu'on désignait auparavant comme l'informatique. Et on sent bien qu'effectivement, l'informatique, ça a une petite connotation un peu plus techno, geek, etc. Numérique, ça englobe plus de choses. Pourquoi pas ? Encore une fois, pourquoi pas ? Mais il faut bien avoir en tête que quand nous parlons du numérique, en réalité, nous ne parlons pas de l'aspect technique de la chose. Nous parlons des représentations qui vont avec, nous parlons de valeurs, nous parlons d'usages, etc. Et donc, derrière le numérique, il y a beaucoup de choses. Il y a une grande variété de choses, depuis la robotique pédagogique, des méthodes, des modalités pédagogiques comme la classe inversée, des exerciceurs, des tablettes, des TNI, etc. Et jusqu'à des outils qui sont parfois utilisés par les élèves,
contre l'avis et l'opinion des enseignants parfois, comme Wikipédia. Il peut y avoir tout ça. Et en fait, si on réfléchit à quelles sont les grandes lignes qui structurent le numérique, on peut en trouver beaucoup. Par exemple, est-ce qu'on est en train de parler d'un outil pour enseigner ou pour apprendre ou d'un objet? Est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose de fixe ou mobile? Est-ce que c'est complémentaire à l'enseignant ou est-ce qu'on imagine que ça se substitue, etc. Je ne vais pas vous les passer tous, parce que finalement, des manières de comprendre ça, de le structurer, de le catégoriser, il y en a eu énormément, à tel point que des collègues Basque et Lundgren-Carroll en 2002 avaient fait une typologie des typologies. Il y a tellement de typologies des numériques en éducation qu'elles ont proposé une manière dont les gens pouvaient typologiser. Alors, vous voyez, c'est là un premier sens dans lequel on peut apporter quelque chose, nous les chercheurs, c'est-à-dire aider à catégoriser, aider, alors évidemment, faire des taxonomies, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démarche scientifique, mais c'est quand même quelque chose de nécessaire. Et puisqu'on est au pays de Piaget, ceux qui connaissent la thèse de Piaget sur les mollusques du Valais, voilà, voient bien qu'il faut commencer par catégoriser, décrire, dire ce qu'il en est, et commencer à aller vers des explications. Deuxièmement, je vais aller assez vite parce que c'est assez connu maintenant aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont des natifs numériques? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent que c'est une expression qui vient de Mark Prensky en 2001, qui est citée avant-hier, était citée 36 799 fois, ce qui je pense, fait un peu pâlir n'importe quel chercheur dans la salle, et qui a la particularité, contrairement à beaucoup des articles que nous publions, de ne reposer sur strictement aucune base empirique. Voilà, c'est un article d'opinion, mais qui a eu un succès énorme et qui vient maintenant percuter un petit peu l'image que l'on a des jeunes générations. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les chercheurs? Déjà, s'appuyer sur des données produites par exemple par des organismes dont c'est le travail, comme le CREDOC, où on voit qu'effectivement, les jeunes générations ont un trait un petit peu particulier, en tout cas dans le sens où ce qui structure le plus, alors ici c'est un indicateur possible parmi d'autres, c'est le taux d'équipement en smartphone. Et par rapport à d'autres critères comme la taille de la ville, l'origine sociale, les revenus, etc., l'âge structure beaucoup plus. C'est vrai, mais enfin, ceci dit, si 99% des 18-24 ans utilisent un smartphone, il faut quand même arriver aux plus de 70 ans pour arriver, et encore, c'est encore une majorité des plus de 70 ans qui ont un smartphone. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a deux générations très séparées, elle ne se retrouve pas tellement dans ce type de données chiffrées. Deuxième manière de se poser la question, c'est, je vous ai dit, l'article de Mark Prensky, c'est 2001. Mark Prensky parlait des étudiants de l'époque, qui sont aujourd'hui les parents des étudiants ou des élèves que nous avons à l'école. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre d'outils que nous utilisons quotidiennement sont apparus après 2001. Et même des fois très récemment. Twitter, 2006. Certains même sont apparus après et ont disparu. Imul, pour ceux qui se souviennent des téléchargements illégaux, voilà, quelque chose qui est apparu, je ne sais pas si quelqu'un utilise encore Imul dans la salle. Mais la recherche peut faire mieux. La recherche, justement, peut, avec ses cadres théoriques, construire des questions un petit peu différemment. C'est le cas, par exemple, d'une approche que personnellement j'aime beaucoup, qui est celle de l'équipe autour de Donna et Lévy au ministère de la Culture français, qui envisage comment trois éléments sont en interrelation: l'époque, qui peut changer, il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent, l'âge, on ne fait pas la même chose à 18 et à 60 ans, et puis la génération. Il y a des générations qui vivent des choses et qui les marquent finalement, et des habitudes qui perdurent. Parce que si on regarde sur la courbe de gauche, c'est un arrêté instantané de la lecture de la presse quotidienne tous les jours. La conclusion pourrait être claire. Plus on est vieux, plus on lit la presse quotidienne.
Mais si on regarde en répétant les enquêtes de manière régulière, ce que fait cette équipe depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, j'ai oublié, on s'aperçoit que les habitudes de lecture, c'est quelque chose qui perdure. On a donc ici plutôt un effet de génération qu'un effet d'âge. Et on peut regarder comme ça un certain nombre de pratiques culturelles, donc c'est ce que fait cette équipe. Par exemple, l'écoute de la musique est quelque chose qui, jusqu'à la dernière série la dernière vague d'enquêtes, était relativement stable par génération. Chaque génération écoutait un peu plus de musique que la génération précédente. Et puis, il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé dans les 5-10 dernières années qui fait que l'ensemble de la population s'est mis à écouter plus de musique. Et on voit le petit point tout en haut, c'est la génération des 12-28 ans, des 15-26 ans actuels, donc les vingtenaires. Et effectivement, ils écoutent plus de musique comme chaque génération précédente. Mais si on regarde la télévision, on s'aperçoit que là, on avait un effet d'âge assez marqué, c'est-à-dire que globalement, au cours de la vie, on a tendance, chacun d'entre nous, à regarder de plus en plus la télévision, en tout cas statistiquement. Et il y avait plutôt des générations qui regardaient chacune un peu plus que les parents au même âge. Sauf pour la dernière génération. Et là, évidemment, c'est la concurrence de nouveaux écrans qui a conduit à ce que les jeunes regardent moins la télévision que leurs parents. Et donc, un deuxième sens dans lequel nous, chercheurs, nous pouvons avoir un rôle à jouer, c'est face à des affirmations non étayées. Par exemple, l'existence d'une génération, établir des faits et proposer des interprétations qui, je le répète, sont fondées sur des modèles théoriques. Dernier exemple, est-ce que le numérique va changer l'école ? Là aussi, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Le plan numérique que je citais tout à l'heure disait les choses très clairement. Il disait non seulement il faut faire entrer l'école dans l'ère du numérique, parce que la société évolue, il y a du numérique partout, il n'y a pas de raison que l'école reste en dehors de ce mouvement-là. Ça, c'est une chose. Mais le plan ajoutait que c'est un moyen, une opportunité de refonder l'école. Ça, ce sont des discours qu'on entend relativement régulièrement, par exemple en ce moment sur les learning analytics, sur l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, c'était sur Internet. Et on entend des discours comme « les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles, les élèves seront instruits par les yeux, notre système scolaire sera complètement changé depuis 10 ans », ce qui pourrait sembler une citation à peu près actuelle, si, je suppose qu'un certain nombre dans la salle le savait, c'est une citation d'Edison en 1913. Parce que chaque nouvelle vague technologique a entraîné de nouvelles illusions et puis des désillusions. Et ça, c'est une idée qu'un chercheur américain, Larry Cuban, avait développée dans les années 1980 en montrant qu'à chaque nouvelle technologie, il y a une rhétorique de la transformation, etc. La recherche qui montre que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et puis, dit-il, ça tombe en mésusage et puis on recommence avec un nouveau cycle avec la technologie suivante. Bon, certains sont un petit peu plus optimistes, comme Gartner, qui suppose qu'après une désillusion, on arrive plutôt vers un plateau d'usage un petit peu plus important. Et donc, face au discours souvent prophétique, il y a la nécessité pour les chercheurs, en s'appuyant sur leurs recherches, de déconstruire ces discours, et notamment les déconstruire en montrant qu'il y a une histoire à tout ça. Il y a des chercheurs avant qui ont montré des choses et qu'on ne peut pas faire table rase de la manière dont les chercheurs se sont posés les questions il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, et on peut s'appuyer dessus. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ces discours continuent à se faire entendre avec autant de force, malgré les recherches que nous menons régulièrement ? Pourquoi ces discours perdurent ? Une première raison est, je pense, le fait que nous avons affaire aussi à des discours marchands.
il y a des gens qui ont intérêt à ce que les institutions éducatives achètent des iPads, des tableaux numériques, etc. Et donc, ils tiennent un discours de promesse. Nous vous promettons que cela va changer. Ces discours marchands, on les retrouve par exemple dans un certain nombre, y compris de conférences scientifiques. Ça, c'est certains qui y étaient le reconnaîtront. Dans le hall d'une conférence à Montréal, où on a un certain nombre de gens qui viennent un petit peu comme au salon de l'auto ou au salon de l'agriculture, présenter leurs produits, et c'est très bien qu'ils le fassent connaître, mais ces gens-là ont une force de frappe publicitaire bien supérieure à celle des chercheurs. Et ils ont par ailleurs l'avantage de proposer des discours simples. Nous avons la solution pour éliminer l'échec scolaire, la dyslexie, etc. Et les chercheurs qui disent « Oh, c'est pas si simple, c'est un peu plus compliqué que ça », c'est plus difficile à faire entendre. Deuxième origine de ces discours, les ingénieurs. Et je le dis d'autant plus tranquillement et amicalement pour les ingénieurs que, comme Farinas le rappelait tout à l'heure, je suis un ancien ingénieur. Je travaillais dans le domaine de la visioconférence. Ça, c'était des applications que nous développions au tout début des années 2000. Et évidemment, quand on passe tellement de temps, d'énergie, de passion à construire quelque chose comme ce que vous voyez là, on a envie que ça marche, on a envie que les gens l'utilisent. Et on porte un peu malgré nous un discours très déterministe. Il suffira de donner la technologie pour qu'elle soit adoptée. Évidemment, ce n'est pas le cas, ce n'est pas si simple. Un exemple, c'est que nous avons tous dans la poche des outils qui permettent de faire de la visioconférence. On l'utilise quelquefois, mais enfin, 95 ou 99%, je ne sais pas, de nos appels sont encore passés en voix. Ce qui montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir la technologie pour qu'on l'utilise. Troisième catégorie d'acteurs qui portent finalement ou qui conduisent parfois malgré eux un regard un peu déterministe, ce sont les innovateurs pédagogiques. Parce que, prenez par exemple Freinet. Freinet est un innovateur pédagogique qui a des idées pédagogiques et qui fait appel à la technologie de son époque, alors l'imprimerie ici, mais aussi les bandes enseignantes, etc., pour outiller, instrumenter ces idées pédagogiques. Et on a comme ça, si on regarde autour de nous, on voit des enseignants qui sont à la fois des passionnés de pédagogie, qui vont mettre en œuvre des méthodes actives différentes, enfin on peut les appeler comme on veut, et qui en même temps vont chercher de la technologie pour aider à mettre en œuvre. Et on pourrait avoir du coup l'impression d'une causalité inverse. On pourrait avoir l'impression que c'est parce qu'on a mis de la technologie qu'on a de l'innovation pédagogique, alors même que la recherche montre de manière répétée depuis des années, il y a un certain nombre de collègues dans la salle qui ont contribué à montrer cela, que ce n'est pas le cas. Et puis, il ne faut pas cacher que nous, chercheurs, nous avons, là encore, malgré nous bien souvent, mais nous avons une part de responsabilité. Parce que les financements de nos laboratoires étant ce qu'ils sont, si nous voulons faire de la recherche, nous devons bien souvent répondre à des appels à projets. Et quand on regarde la manière dont sont formulés les appels à projets, on voit qu'ils sont formulés justement dans cette conception extrêmement déterministe, dans ce que Simon Collin appelle le paradigme de l'impact. La technologie va changer les choses. Et si nous faisons un projet qui dit « nous, on va faire autre chose, on ne va pas essayer de vous démontrer qu'il y a un impact de la technologie », il y a toutes les chances que nous ne soyons pas retenus. Voilà. Donc, nous sommes obligés de répondre à des appels à projets, quand bien même nos cadres théoriques nous indiquent que ce n'est pas tout à fait comme ça, que c'est intéressant de regarder les choses. C'est pour ça, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé. C'est pour cela qu'il est nécessaire non seulement d'avoir toutes ces précautions que je viens de passer en revue, mais aussi d'avoir un regard critique dans un sens un petit peu plus fort. Et je renvoie ici à l'excellent ouvrage
que Simon Collin a publié récemment avec Julie Denouel, Nicolas Guichon et Elisabeth Schneider sur les approches critiques sur le numérique en éducation, parce que il me semble qu'il est nécessaire de se positionner, de réfléchir à comment, en tant que chercheurs, nous recevons les demandes qui nous sont adressées. Ces demandes, De Ketele disait récemment que les responsables politiques se sentent de plus en plus obligés de légitimer les décisions qu'ils prennent, tant ils sont soumis à la question par les médias, etc. D'ailleurs, monsieur le directeur général disait tout à l'heure: les résultats de vos recherches sont attendus avec impatience pour éclairer les politiques publiques. Et c'est tout à fait compréhensible. Encore une fois, il est normal que la société qui finance la recherche ait des attentes par rapport à la recherche. La question, c'est donc comment nous, chercheurs, nous nous positionnons par rapport à ces attentes, quels problèmes ça pose. Première chose je pense qu'il faut que nous fassions, c'est avoir... Il manque 2 mots sur cette diapo, je suis désolé. Il faut avoir une autonomie par rapport à des formes de discours. Parce que la science, ce n'est pas seulement, pour autant que ça existe, mais la démarche scientifique, ce n'est pas qu'une affaire de méthode. C'est avant tout la production d'un certain type de discours scientifique. Et un certain type de discours scientifique, c'est un discours qui est collectif. Nous nous appuyons sur les résultats des autres, nous passons notre temps à nous lire les uns les autres, à nous critiquer les uns les autres, à lire ce qu'écrit un tel en disant « c'est pas tout à fait ça, son truc ça marche pas très très bien ». C'est ça la science, c'est refuser les discours d'autorité et refuser de tenir pour acquis ce qu'on peut nous asséner parfois. C'est-à-dire que quand nous avons des discours qui émanent, alors ici du Conseil scientifique de l'éducation nationale français, sous la plume de Anne et Pasquinelli, qui demandent que nous utilisions des méthodes scientifiques afin d'aider à faire progresser les pratiques pédagogiques. Bon, passons sur le fait que ça fait 50 ans et quelques que les sciences de l'éducation existent et qu'on espère bien que une science de l'éducation, que c'est quand même ce que nous faisons. Mais regardons dans quelle forme on nous demande d'être scientifique. Par exemple, dans un des 2 documents publiés par le CSEN après le confinement, appelant à plus de scientificité, on trouve des choses comme ça. Voilà, Matador, ça valorise et remotive les élèves, ça leur donne confiance, possible. Je ne connais pas Matador, je n'ai aucun avis sur Matador. Que dit le document qui appelle à plus de scientificité? Preuve scientifique, étude randomisée et plus contrôlée en cours. En cours? Mais qui a fait ça? Comment? Quand? Pourquoi? Avec combien d'élèves? Dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'on a typiquement quelque chose qui est un argument d'autorité. Ou alors, dans tous les pays, une idée commence à faire son chemin, l'importance d'utiliser des méthodes scientifiques afin d'aider à faire progresser les pratiques pédagogiques, ce mouvement. Mais dans tous les pays, une idée commence à faire son chemin. Comment on le sait que cette idée progresse? Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Typiquement, je pense que la plupart d'entre nous, quand on a un étudiant de master qui écrit quelque chose comme ça, on lui dit comment tu le sais? Sur quoi tu te bases pour affirmer quelque chose comme ça? Voilà. C'est-à-dire que on a... Attendez, je reviens en arrière. C'est-à-dire qu'on a ici des gens qui appellent à plus de scientificité en ne respectant pas les codes minimum de la recherche, qui est de justifier ce qu'on dit. Et plus que ça, on a des gens qui disent qu'il faut des études randomisées, contrôlées, qu'il faut des données probantes, etc. Pourquoi pas? Mais qu'en est-il de tout ce que, collectivement, nous avons produit depuis des années sur la notion de preuve en éducation, sur la notion de, justement, quelle relation nous pouvons avoir entre recherche, politique et pratique? Je pense par exemple au numéro 200 à 202 de la Revue française de pédagogie, qui prenait cette question-là au sérieux. Je pense par exemple au dossier filé dans la revue Éducation didactique, sur la notion de preuve en didactique.
C'est-à-dire que nous avons finalement une évacuation du capital scientifique, une négation de la cumulativité de la recherche, alors même que c'est de ça dont nous avons besoin. Voilà. Donc déjà, affirmons collectivement que si on veut faire de la science, il faut discuter avec les débats en cours. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut acter les désaccords, montrer les positions en présence, et pas dire il y a une seule manière de faire de la science, c'est la mienne. Voilà. Ça, si on ne fait pas ça, si on tait les désaccords, si on tait les controverses, si on ne prend pas les arguments qui nous sont opposés au sérieux, on n'est plus dans le domaine de la science. Ensuite, il faut, je pense, avoir une autonomie par rapport aux notions de sens commun. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. On n'est pas seulement dans une question de méthode. Il n'y a pas seulement l'idée qu'il faut une pluralité de méthodes en éducation, ça je pense qu'on est tous d'accord, on ne va pas tous faire des études randomisées contrôlées, même si c'est très bien qu'il y en ait, mais quelle est la théorie de ce que nous mesurons? Faire science, ça commence par prendre une distance par rapport aux notions de sens commun, c'est l'idée très ancienne de Bachelard. Et voyons comment ça fonctionne avec un exemple. Toujours le CSEN, qui dit « Un nombre encore insuffisant de ressources ont démontré leur efficacité dans des essais randomisés contrôlés. » Laissons de côté la question des méthodes, démontrer leur efficacité. Dans les cadres théoriques que je partage, et un certain nombre d'éminents spécialistes dans la salle, une activité, ça relie un sujet, un objet et un instrument. Si on change l'instrument, c'est plus la même activité. Comment je peux dire que la même activité peut avoir lieu avec ou sans un instrument? Et dans les cadres théoriques que partagent un certain nombre de chercheurs dans la salle, la manière même de poser la question n'est pas pertinente. Autonomie, ensuite, par rapport aux demandes de prescription et d'expertise. Et là encore, il faut être très clair. Nous sommes, en tant que chercheurs, soumis à une demande sociale qui est légitime. J'aime bien la manière dont Joshua, dans un article ancien déjà de discussion avec Lahire entre didactique et sociologie, Joshua faisait le parallèle avec la médecine, on y reviendra, en disant il faut bien qu'à un moment donné, la médecine soigne. Et je pense que c'est pareil dans le monde social scolaire, ça exige du didacticien des prescriptions directes. C'est pas étonnant que nous soyons soumis à cette demande, et elle est même légitime. Et je pense qu'il ne faut pas s'y soustraire, mais comme le disait Bru récemment, cherchons d'abord à connaître ce qui est avant d'énoncer trop rapidement ce qui doit être. Est-ce qu'il faut du numérique, comme ci, comme ça, lequel, comment? Déjà, regardons ce qui se passe. On connaît très mal ce qui se passe dans les classes. Connaissons ce qui se passe, décrivons-le, faisons des typologies, voilà. Et dans un second temps, nous pourrons prendre une deuxième casquette qui est celle du prescripteur, si nous pensons que nous avons des choses pertinentes à dire. Voilà. Dernière question. Je vais revenir un petit peu sur cette question de l'efficacité, qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Déjà, bon, ne le lisez pas en entier, hein, ça n'a pas de sens. Déjà, quand on prend un outil, j'ai pris par exemple le tableau numérique interactif, mais on peut en prendre n'importe quel autre, si on fait un peu le bilan de est-ce qu'on peut montrer que ça marche, eh ben, généralement, on n'y arrive pas tellement. Voilà, comme dit Livingstone en Angleterre, convincing evidence of improved learning outcomes remains surprisingly elusive. On a du mal. Alors pourquoi on a du mal? Alors, je revenais sur le CSEN. Déjà, on a du mal parce que cette idée qu'on pourrait trouver des bonnes méthodes
Bru le disait déjà en 1998, cette illusion de trouver des bonnes méthodes, ou les bons outils. Baron et de Pauver le disait récemment, Chaptal le disait il y a un peu plus longtemps. Cette idée, elle a été dénoncée depuis bien longtemps, et probablement parce que l'unité d'analyse n'est pas la bonne. L'unité d'analyse, l'outil, n'est pas la bonne. Peut-être qu'il faut une autre unité d'analyse, et par exemple l'activité. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose de regarder l'activité ou regarder l'outil. Parce que si on prend par exemple un jeu vidéo, est-ce qu'on prend un jeu sérieux, est-ce qu'il est efficace? Ça suppose plusieurs choses. Méthodologiquement, ce n'est pas simple à mettre en œuvre, mais ce n'est pas insurmontable. Il faut évaluer les connaissances des élèves avant et après. Il faut s'assurer que c'est par le jeu et pas autrement qu'ils l'ont appris. Et puis, il faut avoir un groupe témoin pour vérifier s'ils ont appris la même connaissance d'une autre manière. Voilà. Il faut faire tout ça. Alors, par exemple, c'est un exemple que j'emprunte à l'excellent petit ouvrage de Amadieu et Tricot, Mythe et réalité sur le numérique en éducation. Il donne cet exemple d'une recherche. J'ai oublié le nom des auteurs de la recherche, qui avaient étudié est-ce qu'on peut apprendre des notions d'urbanisme et d'architecture en jouant à SimCity. 222 élèves qui jouent 15 heures par semaine pendant 6 semaines. Et oui, ils avaient montré qu'ils avaient appris quelques notions. Bon, est-ce que ça, c'est efficace? Eh bien, répondre à la question est-ce que c'est efficace, c'est pas si simple. Et même si on montre un écart. Parce que c'est quoi l'efficacité? C'est quoi un apprentissage efficace? Est-ce que c'est un apprentissage qui se fait en moins de temps? Est-ce que c'est un apprentissage où tout le monde réussit? Ou alors c'est un apprentissage où certains deviennent très bons? Ça peut être un objectif qu'une société se donne, certains qui rentrent à l'EPFL, et puis voilà. Est-ce que c'est moins cher? Ça peut être un objectif. C'est-à-dire que je pense qu'il faut considérer que l'efficacité n'est en soi pas un critère scientifique, c'est avant tout un critère éthique et politique. Et je cite en passant cet article de mon ancien directeur de thèse, Éric Bruyard, sur Sesame Street. Alors Sesame Street, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, c'est un programme de télévision éducative états-unien qui a duré très longtemps à partir des années 70 et qui avait comme objectif de réduire les inégalités sociales, raciales, etc., en préparant les élèves à l'école. Voilà. Est-ce que ça a atteint ses objectifs? Il y a eu des dizaines d'études autour de Sesame Street. Finalement, c'est compliqué de répondre à la question. Parce que ça dépend ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde des situations où l'enseignant s'appuie sur le programme, des situations où les parents regardent avec les enfants, des situations où les enfants... Ouais. C'est finalement très compliqué. Et finalement, répondre à une question qui a l'air simple, qui a l'air de bon sens, et qui, je pense, est tout à fait normale dans la tête d'un décideur politique. Dites-moi simplement si ça marche ou ça ne marche pas. Ça dépend de ce qu'on regarde précisément. Voilà. C'est une grande difficulté, et c'est là où je pense la notion de preuve anthropologique qui est avancée par Gérard Sansévi et ses collègues, c'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui marchent dans la réalité des classes. Mais est-ce que c'est valable dans d'autres contextes? Est-ce qu'on peut faire le raisonnement toutes choses égales par ailleurs, qui est quand même ce que suppose une méthode randomisée contrôlée, hein, c'est bien comparer toutes choses égales par ailleurs, ça ne marche pas forcément. Voilà. Et donc, pour les 10 minutes qu'il me reste, pour conclure, qu'est-ce que c'est finalement une posture critique sur la technologie éducative? Donc voilà, je recommande, pour ceux que ça intéresse, l'ouvrage coordonné par Simon Collin et ses collègues que je citais tout à l'heure. Mais je vais prendre un angle un petit peu différent. Pour moi, une posture critique, c'est avant tout une manière orthogonale, différente, de répondre à la tension dans laquelle nous sommes pris, les sciences de l'éducation, entre justement cette nécessité de produire des connaissances,
scientifique valable et cette nécessité dans laquelle nous sommes aussi de répondre aux attentes de la société. Nous sommes une discipline qui a la pratique comme horizon. Et cette tension, elle est constitutive pour les sciences de l'éducation. En tant que chercheurs, nous sommes à la fois, on nous demande à la fois de produire de la recherche, c'est-à-dire de produire des connaissances, et de produire de l'expertise, c'est-à-dire de produire de l'évaluation de l'existant. Les deux sont liés, évidemment. Nous produisons de l'expertise à l'aune des connaissances scientifiques que nous avons construites. Mais ce n'est pas tout à fait le même rôle que nous avons. Ce sont deux casquettes différentes et il est bon que nous distinguions les deux. Les moments où nous produisons de la connaissance scientifique, à partir de nos cadres théoriques, à partir des questions que nous nous posons, des méthodes que nous pensions épistémologiquement légitimes, et aussi de répondre aux attentes de la société et parfois dire telle chose, oui, ça a l'air de marcher un peu, même si nos réponses sont jamais complètement franches. Pour moi, une approche critique, c'est une manière de prendre en compte cette visée transformative, mais de l'avoir de manière non normative. C'est-à-dire de récuser les formes d'applicationnisme qu'on a vues tout à l'heure dans quelques exemples de demandes qui sont adressées à la recherche. Éviter l'applicationnisme, c'est-à-dire penser qu'il y a d'autres manières de faire de la recherche que sur le mode des dentifrices. Vous voyez, les dentifrices dans les publicités, validés par la science, prouvés scientifiquement. Et puis, après, c'est à vous de vous laver les dents. Parce que ce que nous avons à regarder, ce n'est pas un traitement, ce sont des processus éducatifs. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Là encore, c'est une idée que j'emprunte à Gérard Sansévi et ses collègues, qui distinguent un paradigme du traitement et un paradigme de l'accomplissement. Parce que, je disais que j'y reviendrai, on fait souvent ce parallèle entre les sciences de l'éducation et la médecine. Et bien souvent, on nous dit qu'il faudrait que les sciences de l'éducation tendent à la même scientificité que la médecine, qui a mis en place des protocoles extrêmement développés pour vérifier qu'un médicament fonctionne ou pas. Et effectivement, j'ai envie, avant qu'on me donne de l'hydroxychloroquine, de vérifier que c'est vraiment que ça fonctionne. Vous voyez ? Et en même temps, est-ce que nos sociétés considèrent que les médecins sont des gens qui vont appliquer passivement des traitements et non pas des experts longuement formés, hautement rétribués, hautement reconnus, qui vont, à l'aide des traitements qui sont validés, être dans une relation thérapeutique. Et que finalement, le traitement, ce n'est pas tout. Eh bien, de la même manière, je pense qu'il faudrait que nous nous positionnions de la même manière. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des choses où nous pouvons dire, voilà, nous avons testé des choses, mais notre expertise, ce n'est pas forcément là qu'elle est attendue. Et je dirais même l'expertise des enseignants. Parce qu'il serait bon que les enseignants aient plus de liens avec la recherche et pas des liens sous la forme, les chercheurs vous disent quelles sont les ressources. Utiliser Matador, c'est peut-être très bien Matador, mais utiliser Matador, ça a été validé. Voilà. D'autres, et notamment, je reprends encore le mot à Gérard Sansévi, que je suis beaucoup sur cette question-là, peut-être que la société consente au même type d'effort auquel elle a consenti pour la médecine, c'est-à-dire d'avoir des cliniques de l'éducation, des endroits où chercheurs et praticiens travaillent ensemble et construisent ensemble des connaissances qui ne sont pas des connaissances scientifiques appliquées par les praticiens, mais des connaissances scientifiques sur la pratique. C'est cela, je pense, une véritable posture critique. C'est à la fois, je l'ai dit, une rupture méthodologique. Il ne suffit pas de dire mon collègue fait comme ça à l'école, ça a l'air de bien marcher. Non, si on veut affirmer quelque chose, il faut le vérifier. Mais aussi une rupture conceptuelle. C'est assumer un point de vue, c'est-à-dire que c'est avoir aussi une éthique du chercheur
par exemple, j'ai un avis sur est-ce qu'une éducation efficace, c'est une éducation qui coûte moins cher. En tant que citoyen, j'ai un avis. J'ai aussi un avis en tant que chercheur. Est-ce qu'il faut étudier finement ce qui se passe à un niveau macro, général? On ne va pas faire uniquement des grandes tendances, des grandes catégories de population, et à un niveau micro, ce qui se passe dans les classes. Et puis, voilà, avoir des concepts qui, du coup, peuvent opérer à ces différents niveaux. Par exemple, et c'est une des choses que nous argumentons avec Julie Denouel dans un chapitre de l'ouvrage sur les approches critiques que j'ai cité, le concept de capital me semble être un concept qui, à la fois, opère à un niveau général et à un niveau individuel. Et ça c'est quelque chose, je pense que l'usage, l'instrument, c'est la même chose. Voilà. Et finalement, un des fondateurs de la didactique, Brousseau, voyait une visée extrêmement critique à la didactique dans ce sens-là, quand il disait que finalement la didactique pouvait aider le professeur à modifier son statut, sa formation et son rapport à la société. En montrant, disait-il, je reprends ses propos, en montrant le caractère extrêmement technique de l'enseignement. Et enseigner les multiplications, c'est une activité qui est en réalité extrêmement technique, qui n'est pas du tout simple, et en le montrant, le didacticien finalement lui donne des armes pour faire valoir le rôle extrêmement important qui est le sien et qui est, je pense, à l'opposé de simplement un réceptacle passif pour des méthodes ou des outils qui auraient été validés par les chercheurs que nous sommes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je crois que nous avons quelques questions. Merci beaucoup Cédric pour cette conférence et les réflexions auxquelles elle nous invite. Je vous propose de prendre quelques questions de manière à qu'on puisse développer, réfléchir, aller plus loin sur les propositions de Cédric. Et deux personnes vont se promener dans la salle avec les micros. Quelqu'un a-t-il une question à poser à Cédric ? Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence et tout ce qu'elle contenait. Moi, j'ai vraiment une question par rapport à votre parcours et la façon dont il a informé ce que vous nous avez dit. Vous êtes ingénieur et ensuite vous êtes devenu chercheur en sciences de l'éducation et tous les annexes qui le sont. Quel est votre avis ou alors votre expérience sur les diverses méthodes et sur la construction de nouvelles méthodes de recherche en sciences sociales versus les sciences dites dures, mais j'aime pas ce terme, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est une grande question qui n'est pas encore conciliée du tout et qui est en construction permanente, en fait, dans les sciences de l'éducation qui sont finalement multiples et à la croisée de beaucoup de disciplines. Merci. Merci. Je réponds à chaque question ou on en prend deux ou trois ou je sais pas. Allez-y. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre complètement à la question. Alors, évidemment, et je pense que l'ensemble des chercheurs, et quel que soit le type de méthodologie dans laquelle ils se situent, plutôt qualitative, quantitative, nous partageons tous la conviction qu'il y a besoin d'une pluralité de méthodes. Ça, je ne connais personne qui dit non, il y a une seule. Voilà. Donc ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais je pense que, personnellement, alors là aussi, c'est une vieille idée qu'on a entendue 10 fois, mais je pense qu'il faut aller au bout de cette idée. Je pense que l'idée que finalement, la démarche scientifique, elle est très proche d'une démarche d'enquête policière, par exemple. Vous voyez, on a rarement la preuve définitive. Et même quand on a une preuve définitive, on peut se tromper. Même quand on a les aveux d'un suspect, ça peut ne pas être vrai. Même quand on a son ADN, même quand on a... Voilà, il suffit de voir la littérature policière. Voilà. Nous, c'est la même chose. On a des indicateurs,
on a ce que les anglo-saxons appellent des proxys, on a des éléments qui peuvent plutôt nous conduire à aller dans un sens. Et après, la vraie difficulté, c'est qu'est-ce que nous en faisons, comment nous les interprétons et comment nous construisons une argumentation qui convainc ou qui ne convainc pas les collègues. Et c'est précisément là que la dimension collective de la démarche scientifique me semble extrêmement importante. Et personnellement, venant effectivement du monde du numérique, de l'IT, du développement, ce qui m'a le plus frappé, c'est justement cette dimension collective où chacun... moi, j'ai toujours l'image d'un front de la recherche avec un petit peu comme un front militaire. Avec, il faut regarder ceux qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils font, et puis finalement, on avance collectivement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. On laisse du temps pour d'autres. Merci. Merci pour cette conférence dont j'ai partagé profondément des énoncés. Je suis Jean-Claude Régnier, professeur émérite à Lyon 2. Alors, il y a plein de choses qui, évidemment, suscitent des questions et des débats, ce qui est l'intérêt de ta conférence. Simplement, par rapport à cette multiplicité, enfin, cette entrée multi-méthode, je ne sais pas comment dire, je pense qu'il y a un bémol, parce que c'est une affirmation, en sciences d'éducation, on va parler, multiréférentialité, c'est important d'utiliser un ensemble de méthodes, de codes théoriques, mais quand on regarde les conduites de certains collègues qui vont décider de qualifier ou non qualifier, de décider de... eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je le sais parce que moi, je viens du monde de la statistique, et pour faire rentrer des approches statistiques qui sont une approche, autre que des reproductions malheureusement très maladroites, eh bien, on rencontre vraiment, au travers de mots que je conteste complètement, comme méthodologie qualitative, quantitative, méthode quantitative, je sais, j'ai jamais su ce que c'était. Ça fait 35 ans, 40 ans que j'essaie de savoir, je ne vois pas ce que ça veut dire. Mais la réalité, elle est là. Et donc, je pense que ça perpétue ce qu'on essaie de dénoncer en permanence, pour lequel il y a consensus apparent, mais pas dans les pratiques sociales d'un certain nombre de collègues qui sont à des positions de décision. Voilà, ça, j'attire l'attention. On se fait une illusion, au même type que les générations natives, les digital natives, c'est un pipeau au complet. Voilà, merci. Tu peux répondre, mais c'est pas une question. Alors, tu pourrais me dire, prouve ce que tu dis. Je peux le prouver. Non, juste en une phrase, c'est vrai, mais justement, moi, je pense que la question essentielle, en vrai, n'est pas celle des méthodologies. Je pense que la question essentielle, et là où nous devons nous battre fermement, c'est sur la question nous devons construire nos propres objets de recherche, nous devons définir quelles sont les unités d'analyse qui sont pertinentes pour nous au regard de nos cadres théoriques, et que c'est sur des questions théoriques, par exemple, récuser des notions de sens commun comme le bon outil, comme l'efficacité, là, nous avons quelque chose. Après, effectivement, les méthodologies, je suis d'accord, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi méthodologiquement, mais je pense qu'on est plus conscient de ça, même si tout n'est pas parfait, que sur la nécessité de construire un discours justement qui rompe avec le sens commun. On pourra en discuter. Y a-t-il d'autres questions et d'autres mains que je n'aurais pas vues? Une question Farinaz. Bonjour à tous. Benjamin Moignard, Université de Cergy. Merci Cédric pour ces éléments, ces discussions qui nous touchent toutes et tous, évidemment. Je voulais juste reprendre quelques points, enfin un point en particulier, et puis peut-être pour le dire de manière un peu provocante, je me demande si tu ne fais pas un mauvais procès au CSEN,
donc au Conseil scientifique de l'éducation nationale, et sans en faire un débat franco-français, mais en disant que finalement il n'applique pas les méthodes scientifiques qu'il promeuvent par ailleurs. Cette instance est une instance, n'est pas une instance scientifique en tant que telle, de production de savoir scientifique, mais bien de promotion d'une politique singulière dans son rapport à la recherche et dans, tu l'as très bien dit, dans la recherche qu'il promeut. Je pense à la recherche transnationale, à des choses très particulières qui, du coup, considèrent qu'il y a de la bonne recherche et puis de la mauvaise recherche. Et finalement, dans toutes ces promotions-là, il y a un enjeu qui est quand même un enjeu très politique. Et je me demande comment est-ce que tu l'intègres un petit peu à ta réflexion, cette pression du politique sur la recherche, parce qu'on peut aussi avoir des formes d'instrumentalisation très fortes de la recherche qui finalement va être mise en avant quand elle va dans le sens du politique et va l'être beaucoup moins quand elle ne va pas dans le sens du politique. Des choses qui ont été travaillées déjà depuis longtemps, je pense aux savants et aux politiques de Weber et à d'autres encore, qui énoncent très bien cette difficulté finalement dans la production scientifique à pouvoir trouver une place qui soit celle de la contribution au débat démocratique, mais qui ne soit pas celle de la prescription de l'action en démocratie. Et du coup, il y a peut-être une ambiguïté là sur le rôle et la place du chercheur dans les sociétés contemporaines. Et juste un deuxième élément très rapidement, pour essayer aussi d'avoir un regard un peu critique sur ce que nous, chercheurs, et la manière avec laquelle on se positionne au regard de ces débats publics-là, et de la manière avec laquelle on est en tension parfois avec la commande publique sur les objets, qui est de constater finalement la très faible formation que l'on a et que l'on partage les uns et les autres sur la promotion de la production scientifique dans le débat public, dans les arènes publiques et dans la manière avec laquelle on peut promouvoir et s'arranger un peu de tout ça. J'ai le sentiment qu'on est beaucoup à bricoler, à essayer d'articuler, de se saisir parfois de notions profanes pour faire passer de la recherche et de ne pas toujours y arriver forcément, d'être face à des logiques politiques ou médiatiques qui ne sont pas celles du monde scientifique, et finalement que le monde scientifique lui-même produit assez peu d'échanges et de réflexions collectives là-dessus. Évidemment, la référence d'aujourd'hui vient contredire complètement ce que j'affirme pour terminer. Mais d'un point de vue plus global, c'est une vraie question que je me pose sur l'évolution du champ scientifique et des sciences de l'éducation en particulier sur ces aspects-là. Merci à toi. Je dis un mot. Merci Benjamin. Alors, j'ai pris l'exemple du CSEN que je connais un peu parce que j'ai écrit dessus là, récemment, mais finalement c'est assez représentatif de ce qui se passe au niveau international, dans l'OCDE, voilà. Il y a un article d'il y a 15 ans maintenant, je crois, de Saussé et Lessard, donc de collègues québécois, sur l'evidence-based education. Voilà. C'est une question qui revient régulièrement. Et là où je suis d'accord, c'est que c'est une question extrêmement politique, en réalité. Et c'est extrêmement politique parce que le message qu'il y a derrière, c'est, regardez, s'il y a des problèmes dans nos systèmes éducatifs, c'est pas parce qu'on a sabré les moyens depuis 30 ou 40 ans, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne méthode, on n'a pas encore trouvé le bon outil. Et on va trouver le bon outil ou la bonne méthode qui vont permettre de... Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement politique et que je pense il faut qu'on dénonce comme une illusion, mais comme c'est dénoncé par les sciences de l'éducation depuis des années. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui m'a... je me suis dit, ouf, j'ai eu un peu peur en fait au départ. En fait, j'ai une question... voilà, on parle beaucoup de numérique, bon, il y a beaucoup d'inclusion, voilà, c'est le bien-être aussi, c'était les 3 fils conducteurs. Mais moi, j'ai bien apprécié aussi la fin sur la question des praticiens, de comment on peut mêler les praticiens à la recherche, parce que ça me semble fondamental. J'ai
animé une recherche-action participative avec d'autres. Et j'ai vu le pouvoir transformateur que ça avait, et qu'on partait des questions de pratique, c'était super. Moi, j'ai une question qui est un peu dans la veine de la précédente. C'est finalement comment on peut garder un espace ouvert dans le milieu de la recherche pour prendre en compte l'ensemble des sujets qui traversent la société. Voilà, là, on parle beaucoup de numérique. Et moi, ce qui m'a effrayée, là, au début, avec cette première journée, puis l'ouverture et les discours, mais c'est en fait... on a des soucis aussi de relations au monde, voilà, sur cette planète, et comment on prend en compte le reste, c'est-à-dire l'éducation dans la nature, par exemple, ça semble aussi quelque chose de très important. Et en fait, si on regarde le nombre de communications voilà, qui ne parlent pas de numérique, c'est très très peu. Donc comment, quelle responsabilité de la recherche, du milieu de la recherche vis-à-vis de ça, et comment on peut garder l'espace ouvert pour permettre vraiment d'aborder tous les sujets qui traversent la société. Alors j'aimerais bien avoir la réponse à ces questions, mais d'une manière générale, il y a quand même des choses qui ont des effets. Par exemple, le fait qu'un travail collaboratif avec des enseignants, on sait à quel point c'est consommateur en temps et à quel point il n'y a pas de rétribution, même symbolique, de ça. C'est-à-dire qu'on peut passer énormément de temps à faire des choses parce qu'on pense que c'est bien de les faire, mais ce sur quoi, en tant que chercheur, nous sommes évalués, c'est pas ça. Voilà. Donc ça fait partie des leviers sur lesquels on pourrait jouer, effectivement, pour qu'on multiplie ce genre de choses. Voilà. Pour moi, il y a quand même la question des moyens qui sont attribués à tout ça. Et quand je disais que la société consente à un effort pour faire effectivement des cliniques de l'éducation, comme dit Sansevi, ce serait vraiment un effort. Ça voudrait dire dégager du temps pour les chercheurs, dégager du temps pour les enseignants. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je pense que oui. Parce que je pense que soigner quelqu'un, c'est pas forcément plus compliqué que l'éduquer. Et combien d'années il faut pour être médecin, et combien d'années d'internat, et tous les médecins passent une thèse. Alors une thèse d'exercice, mais c'est quand même une thèse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose pour l'éducation ? Voilà. Je pense qu'il faudrait revoir un peu plus généralement qu'est-ce que c'est éduquer dans nos sociétés. Merci beaucoup, Cédric, sur cette conclusion. Et c'est une conclusion qui va bien sur le dialogue qu'on essayait de mettre en évidence. Pardon, Monsieur Diaz, je ne vous avais pas vu. Non, ça sera très, très, très court. Je voulais juste dire un petit mot sur Matador, qui s'est quand même fait bien aligner ce soir. Alors, au-delà d'être un jeu extraordinaire, je suis didacticien des maths, au-delà d'être un jeu extraordinaire, c'est vraiment un jeu qui a été mis sous le loupe de la recherche. Il y a plusieurs laboratoires de recherche qui ont travaillé dessus. Ça fait plus de 5 ans qu'il y a des recherches assez randomisées, oui, avec plusieurs milliers d'élèves. Et pour le coup, c'est un exemple bien choisi de la part du législateur français, parce que là, je peux en attester. C'est vraiment un support qui a été mis sous la loupe des chercheurs, qui a généré des thèses, et voilà. Donc, c'était une petite. Je les ai sentis un peu attaquer, mes collègues, là-dessus. Alors, si j'ai donné cette impression-là, c'était pas du tout mon intention. Non, c'était juste de dire que normalement, dans un écrit scientifique, eh ben, on les cite. Ces gens-là. On ne dit pas preuve randomisée, point. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je parlais de la forme du discours et pas de l'objet du discours. Voilà. Je reprends mes remerciements, d'autant plus que votre conclusion arrive à la nécessité de dialoguer, de prendre le temps, de permettre aux praticiens et aux chercheurs de travailler de manière collaborative. Et c'est quand même un tout petit peu de cet esprit-là aussi qu'on a cherché à faire naître à travers la CIEF, notamment grâce aux ateliers professionnels. Merci beaucoup, Cédric.